Emmanuel Macron, il utilise la peur. Je crois que personne ne veut la guerre en France. Le peuple français ne veut pas la guerre en Ukraine. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omerta. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Alain Houpert. Je suis vraiment très honorée de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes l'une des très rares personnes qui ont osé élever leur voix. Donc voilà, je tenais à vous dire que je suis vraiment très honorée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Alain Houpert, je suis sénateur de la Côte d'Or. J'aime souvent dire que je suis sénateur du Montrachet et de la Romanée-Conti. Ça place mieux, ça montre la qualité de territoire bourguignon où poussent des grands hommes, pas moi, mais des gens comme Lamartine, des gens comme Monge, Eiffel, Gustave Bonnickhausen, et des fruits divins qui sont appréciés par le monde entier, qui sont un peu décriés par outre-Atlantique, puisque on va nous imposer de 200% de... Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, récemment, pour rester dans l'actualité, il y a eu un dîner d'État à l'Élysée avec Marie du Danemark. On a pu voir Brigitte Macron avec une robe bleu nuit avec son époux Emmanuel. À ce propos, qu'est-ce que vous pensez des décisions d'Emmanuel Macron à propos de la France? Plus largement, comment vous voyez la situation actuelle en France? Emmanuel Macron, ce qu'on va retenir d'Emmanuel Macron, c'est un oxymore, le « en même temps ». C'est-à-dire, il veut la paix, mais en même temps, il veut la guerre. Il veut le dialogue, mais en même temps, il n'écoute pas. Il dit aimer les gens, mais en même temps, il les insulte. Voilà, donc je pense que cette phrase, ce terme en même temps, va être détesté avec le temps par les gens parce que on en a trop avalé. Les Français ont avalé trop de couleuvres. Vous avez parlé d'un dîner de gala. Les gens vont mal. La France va mal. Il est vrai que le pouvoir d'achat a augmenté depuis la dernière guerre, mais pas le pouvoir d'achat, les revenus des Français. Mais le pouvoir d'achat ou le pouvoir de se faire du bien a diminué chez les Français. Et quand on voit un président de la République s'afficher sur TikTok, sur des vidéos pour montrer son côté roi, régalien, le roi. Ça offusque les Français, ça offusque la France profonde. Et le président de la République, c'est le représentant du peuple français parce qu'il a été élu par le peuple. J'ai l'impression qu'il a été élu par le peuple, mais pour se représenter lui-même. Et c'est ça le problème. On est élu par le peuple pour représenter le peuple. Et en cela, il ne respecte pas les premiers articles de la Constitution de 1789. Nous n'avons pas un président, mais nous avons un pseudo-roi jeune. On a fait confiance à un jeune. Les Français se sont dit, tiens, ça va changer de la politique de vieillard, de gens austères. On va élire un jeune et on en revient. Je ne sais plus qui disait, malheur au pays qui sera gouverné par un enfant. Et c'est ce qui nous arrive. Et je parle de malheur. Parce que Emmanuel Macron, il a passé son temps à diviser. Il a parlé de justice sociale, qu'il allait faire une justice sociale. Il n'y a pas de justice sociale. Regardez la façon
dont il a, avec les Gilets jaunes, il a créé des espaces de dialogue, il n'a rien écouté, il a envoyé des hordes de CRS, il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a des blessés, il y a eu une répression énorme. Regardez la façon dont il a traité ceux qui ne sont rien. Vous vous souvenez, à la gare du Nord. Regardez la façon dont on va traiter les automobilistes par les ZFE, les zones à faible émission. C'est-à-dire qu'on va diviser la France des bobos qui roulent en vélo, et la France des travailleurs qui roulent en voiture. Et vous habitez Paris, j'habite Paris, je travaille à Paris. Les gens qui travaillent à Paris ne peuvent pas habiter à Paris. Ils habitent en banlieue, ils sont obligés de se déplacer. Soit on s'entasse dans des métros bondés qui n'ont pas le lustre que devrait avoir le métro de Paris. Soit on prend sa voiture. En général, on prend sa voiture. Parce que quand on travaille ou quand on rentre très tard chez soi, comme une femme de ménage par exemple, on est obligé de prendre une voiture. Donc on divise les Français entre ceux qui n'ont pas besoin de voiture et ceux qui ont besoin d'une voiture. On divise les Français entre les riches et les pauvres. On est en train de diviser les Français et les reconnaître en fonction de leur caste sociale. Et c'est ça qui est dramatique, parce que dans notre devise, il y a égalité. Et l'égalité par cela n'est pas respectée. Il y a aussi la liberté. Il a été un pourfendeur de la liberté, puisqu'il a cassé la liberté d'expression. Il y a une radicalisation de la parole qui fait qu'il y a un esprit manichéen, radicalisation de la pensée, que ce soit en politique ou que ce soit dans la population. Même dans la population, les gens sont divisés. Les gens n'ont pas... Il y a eu un traitement de la crise sanitaire. J'ai beaucoup évoqué et je n'étais pas d'accord avec la façon dont il l'a fait, dont le gouvernement l'a fait, mais il y a eu un rapport récemment qui est sorti où on a regardé la façon dont elle a été traitée partout dans le monde, et la France est montrée du doigt comme la gestion la plus coercitive, une des plus coercitives. Souvenez-vous, et puis avec un confinement qui n'a pas marché. Regardez en Suède, ils n'ont pas utilisé le confinement. Le résultat était meilleur qu'en France. Donc un confinement qui n'a servi à rien, qui a coûté très cher, puisqu'on a indemnisé des restaurateurs, ça a coûté 350 milliards, ça fait cher, pour la volonté d'un seul homme. Et puis, un confinement qui, souvenez-vous, on était dans une aporie complète, il fallait se signer une auto-attestation. Vous vous rendez compte, vous êtes arrêté par la force de l'ordre, vous êtes obligé de sortir l'attestation et la montrer. Et si vous ne l'avez pas, vous êtes pénalisé à 135 €. Donc c'est une mesure qui est complètement absurde, mais on est vraiment dans le royaume du bureau, le royaume absurde, parce que même les Français sont rentrés dans ce jeu de l'absurdistan, de l'absurdie. Et souvent, dans les réseaux sociaux, on voit ce mot absurdistan. Et c'est vrai qu'on est dans une utopie, une espèce de série télévisée, voilà, dystopique. Alors concernant les décisions d'Emmanuel Macron, on apprenait il y a quelques mois que la France avait une dette abyssale, et désormais il faut s'engager dans un combat, dans une guerre avec l'Ukraine, avec des aides financières à la clé à M. Zelensky. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous avez saisi le Conseil d'État. Il y a un peu moins d'un an, quand il avait signé un traité avec Zelensky où il engageait 3 milliards.
Et j'ai fait une requête auprès du Conseil d'État parce qu'il n'y avait pas de consultation du Parlement. Et général de Gaulle, qui se souvenait des pleins pouvoirs qui avaient été donnés à Pétain dans la Constitution, il avait imposé que l'entrée dans une guerre devait être validée par le Parlement. Donc il n'était pas validé par le Parlement. Ce traité a été validé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Mais dans les règles constitutionnelles, quand on s'engage vers un non-retour comme la guerre, parce que c'est quand même pas n'importe quoi une guerre, on doit consulter juridiquement, savoir si c'est possible, si c'est faisable, et ça n'a pas été fait. Donc je suis allé devant le Conseil d'État qui a répondu que ce n'était pas de son ressort parce que c'était une décision politique. Alors là, donc je suis aussi allé devant l'ONU qui m'a toujours pas répondu. Et là, dernièrement, le président Macron, quand M. Zelensky est venu en France, je crois, a carrément engagé encore 2 milliards. 2 milliards avec une dette abyssale de 3 350 milliards. Donc c'est 2 milliards qu'on n'a pas, c'est 2 milliards qu'on va encore emprunter, c'est 2 milliards qui viennent de la poche des Français. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider des peuples en souffrance, mais il faut se poser aussi les bonnes questions sur la guerre en Ukraine. Je crois que personne ne veut la guerre en France. Le peuple français ne veut pas la guerre en Ukraine, hormis le président Macron. Donc, décision d'un seul homme, volonté d'un seul homme. Je crois qu'il est temps que les Français montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils le montrent dans les sondages, d'ailleurs. Est-ce que cette volonté d'Emmanuel Macron de continuer la guerre pourrait, selon vous, avoir un lien avec un désir de troisième mandat? Un petit peu, on pourrait un peu, vous voyez, Zelensky qui reste en Ukraine alors qu'il aurait dû partir il y a quelques mois parce qu'il y a la guerre. Est-ce que ça pourrait être, selon vous... Vous invoquez la possibilité qu'il se serve de l'article 16. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un danger immédiat et imminent. Et le danger immédiat et imminent en cas de guerre, c'est les troupes étrangères qui sont aux frontières, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est ce qu'il dit, il dit la Russie est à nos frontières. Je n'ai pas encore entendu le bruit des tanks. Et puis entre la frontière de la Russie et la frontière de la France, il y a d'autres pays qui n'ont toujours pas vu les tanks. Et je pense que ce n'est pas la volonté de M. Poutine. Voilà, donc je pense que c'est une manière pour le président de la République de montrer et de s'affirmer parce que, souvenez-vous, lors de la réunion d'Arabie Saoudite où la paix s'est préfigurée entre Poutine, Zelensky et M. Trump, la France, Emmanuel Macron, ne faisait pas partie des gens autour de la table. Donc il a été mis de côté. C'est une manière pour lui d'exister. Voilà, donc à chaque fois, il y a quelque chose pour retenir l'attention et que les Français ne regardent pas sur... Le vrai problème des Français, c'est quoi? C'est de continuer à remplir son caddie. Il y a de plus en plus de pauvres. Il y a de plus en plus de gens qui sont très riches, mais il y a vraiment de plus en plus de gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, qui discutent, qui vont dans les discounts, qui achètent des choses de moindre qualité parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre comme ce qu'on voit à la télé. Vous parliez de ce repas magnifique, ça choque les Français. Les Français qui sont dans l'état de précarité, ça les choque, et je comprends, ça les choque. Et puis ça crée la colère. Et la colère, ça amène à quoi? Aux extrêmes. Et les extrêmes qui sont de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est les partis de la colère.
Et la colère, c'est pas la raison. La colère, c'est l'évasion. Eh bien, et la colère, c'est une passion triste, disait Spinoza. Il faut sortir de la colère. Sortir de l'angoisse, la colère et la peur. Et Emmanuel Macron, il utilise la peur. Et la guerre en Ukraine, c'est pour mettre la chape de peur sur la France, et surtout sur les Français, pour qu'on regarde dans une seule direction, c'est-à-dire l'écran de télévision. Et il y a de moins en moins de gens qui regardent cet écran de télévision, où le président est omniprésent, omnipotent. Mais les Français sont dans un état de refus, mais les Français sont des gens qui sont polis, qui sont gentils, qui sont patients. Mais jusqu'où va aller cette patience? Vous avez dit tout à l'heure que je suis sénateur de la Côte d'Or, je l'ai dit, mais en Côte d'Or, on a inventé et on construit la cocotte minute. Donc il y a un moment où la cocotte minute, elle peut éclater. Donc c'est pas ce que je souhaite, parce que ça serait une guerre civile. Et on est dans une guerre civile froide actuellement. Et moi, je souhaite que la paix règne sur le monde, entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Europe et les États-Unis maintenant, et puis entre les Français, qu'on arrête cette division entre les Français. En parlant d'Europe, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a un désir d'Europe fédérale? Je pense. Je pense qu'il a toujours pensé, d'ailleurs dans son discours d'investiture, il a parlé, vous vous souvenez, il y a 2017, il a beaucoup parlé de l'Europe et il a un peu mis la France au deuxième rang. Donc c'est un européiste, fédéraliste, mais on voit que ça ne marche pas. Parce que l'Europe, elle est dirigée par quoi? Par qui? Pas par des gens élus, par une commission et par une présidente qui s'appelle Madame von der Leyen, qui décide par elle-même, sans consulter le peuple. La souveraineté, elle appartient à la nation au travers de ses représentants. C'est ce qui se passe dans tous les pays qui élisent un président et des représentants, que ce soit des sénateurs ou des députés. Et quand c'est l'administration qui décide, parce que Madame von der Leyen, c'est la représentante de l'administration européenne, de la Commission européenne, on n'est plus dans une démocratie. On a délégué notre souveraineté à l'Europe. Et c'est le danger d'une Europe fédéraliste. Et on le voit en Europe, elle a été créée après la Deuxième Guerre mondiale pour fédérer les peuples. Peut-être que M. Schuman, quand il l'a créée, aurait pu faire une Europe fédérale des États à cette époque. Mais plus maintenant, parce que les États ont poussé chacun de leur côté avec des aides européennes, avec un projet commun européen qui était le marché commun, vous vous en souvenez, hein. Ça a évidemment élevé l'Europe sur le plan économique, mais les États européens ne sont pas égaux, ne serait-ce que n'ont pas les mêmes règles, n'ont pas les mêmes lois, ne serait-ce que sur le plan social. Vous vous souvenez, il y a encore quelques années, quand on parlait du plombier polonais, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dumping social par la mondialisation au sein de l'Europe. Les États échangent leurs services. Ce n'est pas les États, c'est les grosses entreprises qui échangent leurs services et puis pour avoir des choses et des produits au moins coûtants. Et donc ça crée un déséquilibre au sens où les pays qui étaient émergents émergent, montent, au détriment des pays qui avaient, comme la France, des savoir-faire. Donc la France est en train de changer, perd complètement son industrialisation, son industrie, ses savoir-faire, au profit
d'une certaine harmonisation qui est saine, mais qui se fait dans la douleur pour la France. Donc je pense que, regardez la Pologne dont je parlais tout à l'heure. La Pologne, c'est un pays qui a énormément changé, un pays que vous connaissez bien, hein. Énormément changé, qui s'est énormément élevé, tant mieux. Mais je ne sais pas quel est le rang vis-à-vis de la France, mais je crois qu'on n'est pas loin. Donc nous, on n'a pas été dans une grande croissance, mais l'Europe a été dans la Pologne a été dans une croissance vertigineuse. Donc il faut harmoniser l'Europe. On aura une vraie Europe dont on veut quand on arrivera à harmoniser toutes les règles, tous les droits et tous les devoirs. On est passé d'une Europe de la paix à une Europe belliqueuse. On veut de l'Europe, on en a besoin, mais on ne veut pas de cette Europe-là. Vous pensez qu'il pourrait encore y avoir un avenir de l'Europe? L'Europe, elle s'est créée sur une alliance franco-allemande. Regardez le gap entre la France et l'Allemagne. Je vais peut-être être un peu trivial, mais je pense qu'on s'est fait avoir. Sur le plan de l'énergie, on s'est fait avoir par l'Allemagne. Sur beaucoup de choses. On avait l'énergie électrique la moins chère au monde, et on est obligé maintenant de vendre aux abonnés d'énergie électrique, je ne citerai pas de nom, je n'ai pas le droit, en France, on est obligé de vendre l'électricité au prix de l'Allemagne, 5 fois plus qu'on la paye. C'est pour ça qu'il y a 5 fois plus qu'elle nous coûte. Et on vend, on a même exporté de l'électricité nucléaire gratuitement. Les Allemands ont décidé, sous la pression des écologistes, de supprimer leurs centrales nucléaires. Ils ont remplacé par des centrales à charbon qui produisent des particules fines, et les vents les ramènent où? En France, en particulier à Paris, hein. Donc, et nous, on a compensé par notre énergie nucléaire. On est dans une aporie complètement industrielle. Qui serait, selon vous, le candidat idéal? Et dans le camp Les Républicains, quel candidat pensez-vous être le meilleur pour ce futur poste? Parlons du passé, parlons d'histoire. Il n'y a rien de pire dans l'histoire que les trous de mémoire. Général de Gaulle est revenu au pouvoir, on est allé le chercher en 1958. 6 mois avant qu'il arrive, 2% des Français souhaitaient son retour. Donc il faut sortir de cette histoire de consultation par sondage. 2027, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et je pense que la problématique des Français, c'est le présent. Et parler des élections, c'est surtout de ne pas regarder ce qui fait mal, le présent. Sur les Républicains, je pense que les Républicains, c'est l'avenir de la France, parce que nous avons le mot républicain. Nous ne sommes pas insoumis. Nous ne sommes pas en renaissance après avoir été en marche. Nous ne sommes pas national. Je réduis les noms des partis. Être républicain, c'est pas un mot, c'est une valeur. C'est le droit aussi d'être national, c'est-à-dire de vouloir la souveraineté nationale. C'est le devoir, la volonté aussi et le pouvoir de ne pas se soumettre, d'être insoumis à tout ce qui est dictature. C'est aussi
le pouvoir d'être progressiste pour le progrès, c'est être français. La République, elle a été inventée par les Grecs, mais elle a été matérialisée par les Français. Donc, plus que par les Américains, puisqu'il y a eu une révolution avant la Révolution française aux États-Unis, où Lafayette a été un acteur principal avec Louis XVI. Mais la République, être républicain, c'est quelque chose d'important. On dit souvent que la gauche s'occupe des pauvres et la droite des riches. Non, il faut s'occuper ni des pauvres ni des riches, il faut s'occuper des Français. Et on n'est pas au pouvoir pour servir une clientèle. Souvenez-vous du Parti socialiste, par son think tank Terra Nova, qui avait dit, et la phrase est pleine de sens et importante, nous avons perdu le vote ouvrier et nous allons chercher le vote étranger. Donc l'intégration, c'est important. Les républicains sont pour l'intégration, sont pour une immigration raisonnable et raisonnée. Et nous ne sommes pas ni pour les pauvres ni pour les riches, nous sommes pour le bien des Français. Et il n'y a rien de pire en politique que quelqu'un qui est là pour sa carrière. Et je pense que celui qui incarnera l'avenir de la République, il sortira d'un creuset de gens qui ne pensent pas à leur carrière, mais à l'intérêt de la France. Faire nation. Faire nation, c'est de vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est avoir le droit de ne pas être d'accord. Et je pense qu'actuellement, le macronisme, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec le président de la République. Et ça commence à choquer tout le monde. Et ça ne permet pas d'élever. Souvenez-vous de la phrase de Saint-Exupéry, « Si tu n'es pas d'accord avec moi, loin de m'abaisser, tu m'élèves. » C'est important. Personne ne détient la vérité. La vérité, elle sort du dialogue. Comme la science. La science impose le débat. Et la science, jusqu'à là, avec ce qu'on a vu dernièrement, la science, c'était pas le débat. C'est mon sentiment. Mais la science va triompher. C'est-à-dire qu'on va arriver à ce que nos scientifiques travaillent ensemble. Souvenez-vous d'Oppenheimer, quand il a créé la bombe atomique, il a dit « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Mais il fallait la faire. Parce que Hitler, on serait tous sous les joues, sous le joug nazi. Et les Japonais auraient dominé le monde avec ces taxes. Il fallait la faire avant les Allemands. Et c'est ça la science. La science, ça doit être un progrès pour l'humanité, en contrôlant les conséquences du progrès. Et nous sommes dans une période où le progrès va extrêmement vite. Il faut se poser des questions sur le plan des neurosciences, par exemple. Elon Musk avait fait Neuralink. Il commence un peu à reculer et à réfléchir. J'apprécie qu'il réfléchisse. Il a transformé la conquête spatiale avec Starlink, avec ces belles fusées qui montent et qui redescendent, avec 90% des satellites sont mis par Elon Musk et par les Américains. Et les États-Unis ont choisi de sous-traiter et de... Je pense qu'il a été excellent là-dedans. On peut critiquer Elon Musk, mais il faut... On a tous une part de lumière et une part d'ombre. Et je pense qu'on... Systématiquement, celui qu'on veut instaurer comme ennemi, on le met au pilori.
Et on ne montre que la part d'ombre et on ne montre pas la part de lumière. C'est ça qui est dommage. Est-ce que vous pensez que l'élection de Donald Trump pourrait avoir une répercussion sur la France? Ben, ça a déjà des répercussions sur le plan des droits de douane, où il y a un bras de fer. Un bras de fer où Donald Trump a mis 35% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui vient d'Europe. Et ensuite, nous, en réaction, on a mis d'autres droits. Et maintenant, ils mettent 200% sur les produits, en particulier du terroir, hein, les vins bourguignons. Donc je pense qu'il est temps de faire tomber les graisses, puis de dialoguer et de discuter. Il faut que les avions, ça existe. Hein. Il faut que M. Macron aille voir M. Trump et M. Trump vienne voir M. Macron. Et ça s'appelle la paix, ça s'appelle la diplomatie. Et la diplomatie, c'est dialoguer. Hein. Je pense que on a eu un grand diplomate qui s'appelait Talleyrand. Il était capable de dialoguer avec des gens complètement contraires, complètement... C'est de faire en sorte d'éviter les guerres. Hein. Parce que les guerres, elles sont faites par des gens qui ne se connaissent pas, des soldats, pour des gens qui se connaissent. Et c'est totalement injuste. Par exemple, dans l'histoire, vous avez vu la Première Guerre mondiale. Qui est foutu de dire quelle est la cause et pourquoi on est rentré en guerre? Même quand on lit l'histoire, c'est pas évident. Donc, on se souvient de Jean Jaurès, socialiste, qui prenait la paix, qui a été tué parce qu'il prenait la paix. Eh bien, l'histoire repasse ses plats. Je crois qu'il faut dialoguer, puis éviter ces guerres, parce que les guerres, on ne sort jamais grandi d'une guerre. Alors, pour revenir aux futures élections présidentielles, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau pourrait se présenter? Actuellement, au sein des Républicains, nous avons une élection pour la présidence des Républicains. L'élection présidentielle, c'est dans 2 ans. Donc, laissons le temps au temps. Il faut que le Parti des Républicains se reconstruise et pour ça, il faut un chef. Donc, les militants vont voter. Actuellement, les 2 candidats en lice, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, font le tour de France. Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, il a beaucoup de travail, donc il a moins le temps. Et Laurent Wauquiez fait le tour de la France. Moi, je l'ai reçu dans mon territoire, Laurent, et je ne vais pas vous dire pour qui... vers qui mon cœur se tourne, mais Laurent, quand il a été président des Républicains, il a réussi à fédérer, à faire en sorte que les militants se sentent fiers. Et pour l'élection de 2027, il faut un parti. Pas un parti en marche, mais un parti qui marche. C'est-à-dire un parti qui est des militants, parce que les militants, ce sont des faire-valoir, ce sont des gens qui vont aller mouiller le maillot, c'est-à-dire aller dans tous les immeubles, les portes, pour voir les gens, parce que c'est ça une campagne. Hein. Une campagne, c'est pas les pubs à la télé. Une campagne, c'est aussi... voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis c'est important de... Moi, j'aime bien de discuter sur les marchés avec des gens pour les convaincre de voter pour un tel, ou les écouter pour qu'ils tentent de me convaincre. C'est le dialogue. Et le dialogue, c'est la paix. Et les Français, ils ont besoin de ça. Donc, vous me dites Bruno Retailleau, que vous avez cité, mais moi je cite aussi Laurent Wauquiez. Wait and see. Les militants républicains voteront. Et vous n'avez jamais eu envie de vous présenter à quoi? Comme candidat au présidentiel?
Ah non, non, non. Vous me souhaitez beaucoup de malheur, là. Non, non, j'ai été maire, j'ai été conseiller général, maintenant ça n'existe plus, c'est conseiller départemental, je suis sénateur. Je suis très heureux, comme ça, mais j'ai un métier aussi, que j'aime. Je pense que la politique, ça doit être une passion, une mission, et pas un métier. Et si les Français se tournent le dos à la politique, c'est que maintenant, il y a trop d'hommes de métier qui sont dans la politique et qui pensent qu'à leur carrière. Et faut jamais insulter l'avenir sur ce que vous avez dit. Ça ne veut pas dire que... Mais il y a des candidats en lice et voilà, il va falloir choisir. Donc ça sera peut-être pas un des deux, ça sera peut-être un homme providentiel qui va arriver. Peut-être. Parce que beaucoup de choses sont en train de changer. La vérité sur beaucoup de choses est en train d'arriver. Sur l'Ukraine, sur la gestion de la crise sanitaire, sur beaucoup de choses. Sur la dette, sur les dépenses excessives, sur les cabinets de conseil, vous vous souvenez, il y a eu une étude au Sénat, toujours pas de nouvelles, sur les abus de pouvoir. Il y a eu des enquêtes, donc la vérité commence à arriver. Elle arrive toujours par l'escalier, la vérité. Elle met du temps, mais elle arrive. Et ensuite, nous aurons l'élection présidentielle. Donc, en tous les cas, plutôt que de parler des Républicains, regardons les partis adverses. Il y a les extrêmes. La gauche qui ne représente plus le peuple. Et l'extrême droite qui est le parti de la colère. Donc, il faut sortir de... Pour moi, ce sont des gens du passé. Parce que c'est le vote émotionnel. Il faut du vote de raison. Et le vote de raison, il est... la République, c'est important en France. La République, c'est partout. On voit ça dans tous les villages. La maison de la République, c'est la mairie. Liberté, égalité, fraternité. Il y a autant de mairies que d'églises. Et ça, c'est important. Alors à ce sujet... Il faut avoir la foi en son pays. À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez des votes électroniques? Alors là, si on veut que les Français aient encore moins confiance dans les politiques, il faut y aller. Voilà, c'est tout. Parce que vous appuyez sur une touche d'un ordinateur et ensuite, il en ressort... mais on est dans une société où, de toute façon, on voit partout les cyberattaques, les choses. Comment peut-on être sûr qu'entre le clavier et le résultat sur l'écran, il n'y ait pas eu un hackage? On l'a vu aux États-Unis. Et malgré les magouilles, je suis désolé d'avoir utilisé ce mot, Donald Trump a été largement élu. Pourquoi a-t-il été élu? Parce que le progressisme et le mondialisme ont dégoûté les Américains. Le wokisme, tout ça. Et si on veut continuer, on voit à quoi ça aboutit en regardant ce qui s'est passé aux États-Unis. Et actuellement, le nationalisme et l'antimondialisme, il appartient aux extrêmes. C'est ça qu'il faut refuser. Faut trouver la bonne voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est pas le centre. Parce que le centre, ça veut rien dire. C'est la voie de la raison. Alors, j'ai aussi une question à propos des prochaines élections et des partis traditionnels politiques. Qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi les Républicains restent le meilleur parti pour vous, pour les Français?
c'est un parti historique de gouvernement. Il y a eu le Parti socialiste et les Républicains qui sont l'héritage de l'UMP, du RPR, du gaullisme. La gauche a perdu son électorat, comme on en parlait tout à l'heure, l'électorat ouvrier. Parce que la gauche ne tablait que sur sur l'émotion. Alors que la droite, au sens noble du terme, c'est-à-dire les républicains, ont toujours cherché le suffrage des Français, qu'ils soient de droite ou de gauche. Souvenez-vous, sous De Gaulle, il y avait le gaullisme de gauche et le gaullisme de droite. Il faut faire en sorte que les gens s'unissent autour de la table pour travailler ensemble. Les Allemands l'ont bien réussi, ça s'appelle la coalition. Actuellement, ça ne marche plus très bien parce que l'Europe ne va pas bien. Mais les Républicains, c'est un parti de gouvernement. Les En Marche, c'est un parti qui s'est fait suite à des manipulations. Souvenez-vous de Monsieur Fillon et de ses malheurs. On a permis à Emmanuel Macron d'être élu et de créer son parti qui s'appelle En Marche, qui a ses initiales, EM. Donc, je ne vois pas Général de Gaulle utiliser ses initiales pour créer son parti. Il a créé un parti, vous vous souvenez, en 1958. Et tout de suite, il en est bien revenu. Parce que la politique, c'est un lieu où on ne peut pas se faire d'amis. Ça n'existe pas. Il y a trop d'individualisme. Mais qu'importe, il faut le faire avec les hommes. Et puis, le chef d'État, comme général de Gaulle, doit être au-dessus de tout ça, par sa hauteur physique, puis surtout par sa hauteur de vue. C'est important. Voilà, donc j'ai une forte comment dire, émotion quand je parle du général de Gaulle, parce que s'il n'y avait pas le général de Gaulle, je ne serais pas là. Mon papa, il ne serait pas rentré des camps de concentration. Donc je lui dis merci. Puis, cette époque, ce qu'a vécu le général de Gaulle, ça ressemble beaucoup... vous savez, quand il a refusé de suivre Pétain, il est parti, il s'est sauvé, hein, il est parti à Londres, il a été condamné à mort par contumace. Il a été très seul, même à Londres, on a tout fait pour le casser. Churchill n'était pas tendre avec lui. Et puis, c'était un homme dans la résilience, il a continué, il a sauvé la France. Parce que sinon, on serait... si on n'avait pas gagné la guerre, grâce à nos alliés, grâce à la résistance, on serait sous un régime nazi. Si on n'avait pas été assez vite, et puis si le général de Gaulle n'avait pas résisté aux Américains, on serait les vassals des États-Unis, les vassaux des États-Unis. Avec le Hamgot, c'est-à-dire que les États-Unis avaient déjà tout préparé, des dollars français. Donc, il incarne la résistance militaire, mais la résistance à ceux qui voulaient se partager le gâteau. D'un côté les Russes et de l'autre côté les Américains. Parce que personne n'est tendre, c'était nos alliés, mais l'Amérique voulait faire de la France une colonie, quoi. Voilà, donc merci Général de Gaulle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait sauver la situation de l'Europe et de la France plus particulièrement? Moi, je suis optimiste. J'avais rencontré
2 ans avant sa mort, Shimon Peres, en Israël, à Tel Aviv. Il avait 93 ans. Il m'a dit, vous savez, j'ai 93 ans. Je suis jeune. J'ai 93 ans. J'ai le temps. Vous, en France, vous êtes pessimiste. Nous, nous sommes optimistes. Et pour moi, Shimon Peres, il y a 2 façons d'être optimiste. Soit on voit le verre à moitié plein, soit on continue à le remplir. Il a dit, moi, je continue à le remplir. Ben, continuons à le remplir. C'est un Bourguignon qui vous le dit. Il y a des rumeurs concernant les souhaits de François Hollande ou Darmanin de se présenter aux futures élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un comeback de François Hollande ou une arrivée de M. Darmanin Le comeback de François Hollande, moi je le vois pour un tube de l'été. Et puis, les Français ne veulent plus de Macron à l'Élysée et ne veulent plus d'un macroniste à l'Élysée. Donc, entre le tube de l'été et les choses impossibles. Et vous parliez d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est quand même celui qui a fait les Gilets jaunes, le confinement qui a été un des pires du monde. Je pense que là, les Français vont se réveiller et vont montrer qu'ils ne se laissent pas faire. Bah, Alors, écoutez, ne nous laissons pas faire et révoltons-nous un peu plus. bah, écoutez, sur cette note très positive, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez une actualité dont vous aimeriez parler? D'aller sur les terrasses de café, puis de discuter avec leurs voisins, d'aller dans les parcs, de prendre leur voiture diesel et d'aller en province et de venir en Bourgogne, parce qu'il y a de belles choses en Bourgogne. Il y a des châteaux, il y a des belles pierres. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les Parisiens sortent de Paris comme ils le faisaient avant, puis qu'ils découvrent que Paris, c'est pas la France, et que la France, c'est 40 000 communes, c'est une mosaïque, et que c'est le plus beau pays du monde. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, chers abonnés d'Omerta, et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview.